Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces rencontres passionnantes. Je remercie Armand Cernucci, bien évidemment, et également Cornelia Meyer qui m'a invitée et qui est membre du comité pour la tenue de ces rencontres européennes, patrimoine culturel immatériel, musée et innovation. Je remercie également Kiat Sekiridis pour sa grande efficacité dans l'organisation de cette manifestation. Donc l'objet de ma présentation aujourd'hui, ça concerne évidemment les archives sonores, les archives internationales de musique populaire, AIMP, qui sont conservées à Genève. Mais ce sont des archives qui contiennent 28 000 phonogrammes ou supports d'enregistrement, qui vont des cylindres de cire jusqu'aux bandes magnétiques, des disques, etc. Des archives donc, qui sont dédiées aux traditions musicales des 5 continents. Sans rentrer dans le détail, je peux préciser peut-être que le 2/3 de ces archives sont des disques édités partout dans le monde à différentes époques, et le tiers sont des originaux d'enregistrements qui ont été faits sur le terrain, donc non montés et non publiés. Le cas présenté aujourd'hui concerne un projet de recherche et de création qui vise à ouvrir les archives sonores à des artistes pour qu'ils réalisent une création musicale contemporaine basée sur les archives, sur une thématique précise qu'on choisit à chaque fois avec les différents artistes. Le point de départ de cette démarche, c'est un projet muséographique et discographique qui a été initié en 2014 et qui s'appelle la Chambre sonore. La Chambre sonore, c'est un petit espace qui est situé dans l'exposition permanente du musée, où est présentée une installation qui a été réalisée par l'artiste visuel Ange Leccia et le compositeur Julien Pérez. C'est une installation qui est dédiée à la musique et plus particulièrement au timbre et aux textures sonores. 2 paramètres qui sont directement liés aux matériaux dans lesquels les instruments sont fabriqués et également aux techniques de jeu. C'est donc un espace dans lequel il n'y a pas d'objet, et je tiens à le préciser parce que dans les expositions permanentes de musées, d'ethnographie qui sont essentiellement basées sur les objets, c'est pas si évident de convaincre la direction de nous consacrer un espace dédié à la musique sans objet. La chambre sonore donne à voir et à entendre une suite de 12 compositions musicales et visuelles. Ces compositions ont été faites par Julien Pérez, comme je disais, à partir d'une sélection de morceaux que moi-même j'ai choisis dans les archives sonores. Les compositions ont été éditées sur un CD dont vous voyez ici, et j'en ai un exemplaire ici, un CD qui a été copublié par le MEG et un label Genevois qui s'appelle Mental Groove Records. Alors, j'ai tout passé ça, c'est bon. Je vais peut-être vous faire écouter un court extrait de cette composition faite par Julien Pérez, juste pour que vous ayez une idée du travail qu'il a fait. Là, on est sorti, mais je suis désolée de couper brutalement comme ça. Alors, c'est à partir de ce travail que j'ai voulu inviter d'autres musiciens de la scène électronique et leur commander une composition basée sur les archives sonores, en vue de créer une sorte de petite encyclopédie des paramètres musicaux, un disque ou une composition sur la notion de timbre, comme on a vu ici, un autre sur l'organisation du temps, le rythme, les hauteurs, la présence du silence dans la musique, et ainsi de suite. Alors,
Les personnes impliquées dans ce projet, évidemment, il y a les compositeurs de musique électronique, mais mon attention se porte plus particulièrement sur les musiciens traditionnels, que j'appellerais les communautés sources, dont les enregistrements servent de matériaux de base aux compositeurs. Ces communautés sources comprennent les musiciens traditionnels, évidemment, mais aussi toutes les personnes qui sont impliquées dans la réalisation d'une performance sonore et dont une trace a été gardée. On a donc la situation où un preneur de son a capté et fixé sur un support, une bande magnétique ou un support numérique, une trace sonore d'une activité à un moment X, d'une performance, qui n'était pas conçue pour être ainsi fixée et conservée. Car bien souvent, ces musiques n'ont d'existence pour ceux qui la font que pendant le temps où elle est performée. Bien évidemment, les musiciens ou les communautés sources ont été témoins de la captation, puisqu'ils ont vu ce qui se passait. Mais l'un des enjeux de ce projet, Archives sonores et création, c'est justement de rechercher à reconstituer le plus exactement possible les circonstances dans lesquelles ces musiques ont été enregistrées. Les enregistrements récents qui ont été transmis au MEG par des chercheurs qui les ont eux-mêmes enregistrés ou produits sont généralement faits de manière équitable sur le plan éthique et sont ceux qui sont les mieux documentés. Mais pour d'autres enregistrements, je rappelle qu'il y a 18 000 heures d'enregistrement conservées dans ces archives, ce n'est pas raisonnable d'imaginer qu'on puisse recontacter tous ceux qui ont été enregistrés, dont les enregistrements ont été faits. J'ai donc mis en place un programme de recherche qui consiste à interroger les personnes concernées par ces enregistrements lorsqu'ils sont de passage à Genève, comme par exemple les membres de la famille Boxley. Vous voyez une image ici, qu'on a invité, ce sont des personnes appartenant à la communauté Tsimshian d'Alaska. Ils ont été invités au MEG pour étudier 2 totems qui sont entrés dans les collections en 1956 et j'ai profité de leur passage à Genève pour faire un entretien avec eux. D'abord leur faire écouter des enregistrements qu'on a qui proviennent de chez eux, donc très peu, comme souvent il y a peu d'enregistrements d'Amérique du Nord, des Amérindiens d'Amérique du Nord dans les archives sonores d'une manière générale. Et je leur ai fait aussi écouter le travail que Jérémy Yang a fait, ce Jérémy Yang que vous avez vu sur la toute première image que j'ai présentée dans ce PowerPoint, puisque Jérémy a beaucoup utilisé des musiques provenant du Canada pour faire sa composition. Donc ce qui est intéressant, donc je vais passer un petit peu dans l'ordre en essayant de suivre l'ordre qui m'avait été proposé par Kia pour organiser la présentation. Donc la sauvegarde est d'ores et déjà assurée pour ce qui concerne le contenu sonore des archives, puisque on a eu la chance d'avoir une longue campagne de numérisation. Toutes les archives ont été numérisées et décrites dans une base de données, et elles sont librement accessibles dans un endroit qu'on appelle le salon de musique, qui est un endroit d'accès libre au musée. Les entretiens qui ont été faits également avec les différents porteurs des traditions dont je viens de parler sont également enregistrés et mis à la disposition des chercheurs. Les autres actions pour la sauvegarde de ce patrimoine, c'est évidemment de faire des recherches documentaires sur les enregistrements, sur les labels également discographiques, et ce qui nous a amené à ouvrir un chantier juridique assez important. Également, la politique d'acquisition va dans le sens d'acquérir des fonds d'archives qui sont directement auprès de producteurs les plus à même de donner les informations sur les circonstances précises d'enregistrement. Et par exemple, on a acquis récemment le fonds des enregistrements de Paul Matar qui ont été enregistrés au Koweït, Qatar et Bahreïn à la fin des années 70 donc directement auprès de lui. Le retour au pays d'origine est une opération qui est en cours, notamment avec Bahreïn, et il y a également des actions qui avaient été entreprises par Laurent Aubert et ses archives au Kerala, dans le sud de l'Inde. Mais c'est une action, je dois dire, qui devrait être poursuivie et vraiment renforcée. C'est un des objectifs du projet de recherche. Évidemment, un autre outil de sauvegarde, c'est le classement sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Alors, les résultats de ces travaux sont assez surprenants. La réaction des communautés sources vis-à-vis du projet sont contrastées. Certains y voient une manière de faire connaître leur culture et de la diffuser auprès d'un plus large public, mais également il y a un certain sentiment d'inquiétude ou d'incompréhension face à cette opération. Les discussions avec eux ont permis d'ouvrir des sujets très intéressants. Par exemple, la différence entre une performance sonore et la trace de cette performance, qui sont consacrées conservées dans les archives, le concept de création, qui bien souvent est absent des conceptions de ces communautés sources, comme le mot musique d'ailleurs. Il y a plusieurs populations pour lesquelles dans la langue le mot musique n'existe pas, comme les Yoruba, qui est un exemple que je connais un peu mieux, les Yoruba du Bénin. Également, les propriétés de la musique, pardon, qui n'est pas un système sémantique au sens strict, c'est-à-dire la musique sacrée, on parle de musique sacrée, c'est le contexte qui est sacré, mais ce n'est pas la musique elle-même qui peut transmettre ça. Et surtout, identifier les musiques qui peuvent se prêter à des projets de création comme celui qui est engagé, et celles qui n'est pas du tout souhaitable de mettre à la disposition des artistes. Ce sont souvent des musiques qui sont liées à des rituels identitaires, des initiations, et ainsi de suite. Les réactions du grand public sont globalement positives, et le projet de la chambre sonore a suscité un certain engouement auprès des musiciens genevois et de la scène électronique surtout, et les DJ. Les artistes sont curieux et particulièrement intéressés par les archives sonores, et leur attitude montre un grand intérêt pour ces enregistrements jugés anciens, alors que ce n'est pas toujours le cas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont projetées sur le simple fait d'appeler ça des archives sonores fait qu'on projette, ces musiciens projettent beaucoup de choses, pureté originelle par exemple, musique qui plonge aux sources de l'origine de la musique, et ainsi de suite. Pour les chercheurs, c'est un projet qui soulève des problématiques d'actualité dans le milieu de l'histoire de l'art, notamment dans l'actualité des musées d'ethnographie et des réflexions sur la décolonisation, sur la restitution au pays d'origine, et notamment tout ce qui est des discussions qui ont été abordées, notamment dans le rapport dont il a été question hier, le rapport de Fellwinser et Bénédicte Savoie sur la restitution du patrimoine africain, et le partage du discours scientifique également. Référence à l'innovation. D'un point de vue méthodologique, la référence à l'innovation est double sur le plan de la méthodologie d'abord. Le principe de la composition originale inspirée de sources musicales est quelque chose de relativement ancien. Les compositeurs classiques l'ont beaucoup fait, et là, Bartók, Stravinsky, Kodály et beaucoup de compositeurs se sont donnés à cette pratique. Dans le milieu des musiques électroniques, c'est un peu moins fréquent. Et ce qui est innovant ici, c'est de faire se rencontrer un conservateur de musée, moi, et un compositeur autour d'un projet de recherche, et idéalement une personne issue de ces communautés sources, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, mais c'est un des objectifs. C'est donc une recherche créative pour le compositeur, et pour moi une recherche qui s'inscrit dans le domaine de l'anthropologie. Sur le plan formel, il s'agit vraiment d'une transformation de documents d'archives auxquels différents traitements sonores qui sont habituellement réservés à la musique pop et électronique sont appliqués, delay, reverb, réamplification des enregistrements, découpage, et ainsi de suite. Donc, en dehors des traitements sonores dont il vient d'être question, la technologie de diffusion du son a été relativement importante dans ce projet de la chambre sonore, puisque on a dû... la technologie permet de diffuser dans un très petit espace une qualité de son de grande qualité. Et l'expérience qui est proposée ici, c'est d'appréhender par le sensible une notion qui est relativement complexe, celle du timbre ou de la couleur sonore d'un instrument de musique traditionnel. C'est donc une notion d'acoustique qui est relativement complexe, qui est liée à la facture instrumentale et aussi au développement technologique empirique, mais de très haut niveau, qui est développé par les musiciens qui fabriquent ces instruments de musique. Donc ici, j'ai misé moi sur la valeur heuristique de l'expérience sensorielle comme complémentaire à une explication intellectuelle d'un phénomène. Mes motivations, c'est d'explorer des dispositifs d'exposition de la musique et de l'apport de la musique dans une muséographie basée sur l'objet.
Faire des propositions innovantes de médiation pour le grand public autour d'une collection spécialisée, la participation des communautés sources au point de départ de projet, leur permettre de se réapproprier leur propre patrimoine sonore et de les impliquer au cœur du projet autant que possible, et également ouvrir un débat sur une réflexion qui concerne l'appropriation créative, comme je nomme, des questions sur l'éthique, responsabilité de l'institution muséographique vis-à-vis des musiques conservées, problèmes juridiques aussi, statut des musiques sans auteur, et également des thèmes plus philosophiques sur le statut de la captation sonore, la fixation de contenu intangible sur un support. Les challenges. La principale difficulté, c'est de renouer le contact avec les personnes concernées par les enregistrements. Il y a un éloignement géographique, mais il y a également une distance culturelle qui est à prendre en compte. Et bien entendu, tenir compte de leurs souhaits quant à l'utilisation ou pas des archives dont on dispose. Également faire une mise au point avec les artistes concernant le contenu de ces musiques archivées. Donc une certaine pédagogie pour rétablir une certaine lucidité. C'est 1 minute. J'ai presque terminé, merci. Une certaine lucidité, en tout cas exposer un certain nombre de faits, et également une discussion sur la légitimité de la recherche académique. J'ai rencontré pas mal d'artistes qui disaient « Ouais, mais vous, les ethnologues, vous traitez ces musiques en tant que scientifiques, alors que c'est des musiques de trance, c'est des musiques profondes. » Il y a une légitimité à discuter avec les artistes. L'autre défi, c'est de contacter des musiciens non occidentaux pour les inviter, eux, à faire des mix et des compositions. Et l'autre défi, qui est pas mince, c'est de faire réellement face aux résultats de ce qu'on fait. Que se passer si un des projets composés ou si un disque avait un réel succès commercial, ce qui n'est pas arrivé encore. On le souhaite au fond, mais comment s'y préparer concrètement pour faire en sorte d'éviter un certain déséquilibre qui pourrait résulter de l'apport de ressources financières importantes. Voilà les actions qui ont été entreprises et dont j'ai déjà parlé. Donc, contacter les personnes qui sont de passage à Genève. Également, ouvrir les réseaux, m'inscrire dans des réseaux d'ethnomusicologues et de chercheurs qui s'intéressent à ces questions, présenter à des communautés spécialistes, comme je le fais ici, ces projets. Pédagogie, étendre également mon réseau auprès du milieu de la musique électronique, consulter des spécialistes de la législation et également identifier des réseaux plus académiques. Les résultats positifs, donc alors, contact et communication entre des personnes de différents horizons, mais qui sont passionnés par les mêmes objets, le même sujet. Ouvrir un débat sur le rôle et la responsabilité des muséums dans le développement et l'innovation de ces éléments, et également une ouverture passionnante sur le thème de l'appropriation créative. Je vous remercie de votre attention.